Bonjour mes chers élèves. Après avoir fini notre chapitre de la reproduction sexuée chez l'homme, on est arrivé au dernier chapitre, c'est l'hérédité chez l'homme. Alors, le sujet de ce chapitre-là, c'est de savoir plusieurs notions de l'hérédité humaine, d'établir la relation entre le programme génétique et les caractères héréditaires, de déterminer le rôle du chromosome dans la transmission des caractères héréditaires, de mettre en évidence le principe du clonage et de réaliser des schémas d'observation relatifs à l'hérédité chez l'homme. Très bien, voilà. Alors, si vous avez remarqué, chez l'espèce humaine, alors, chez l'espèce humaine, on observe qu'il y a des caractères communs entre tous les individus de l'espèce humaine. Par exemple, ces caractères communs, par exemple, la présence de deux oreilles, la présence d'un seul nez, la présence de la bouche, des pieds, des mains, etc. Alors, ces caractères-là, qui sont propres à l'homme, ou bien à l'être humain, ils s'appellent des caractères spécifiques à l'être humain. خاصيات تميز النوع البشري. Très bien. Alors, mais si on prend les individus dans l'espèce humaine, est-ce que tous les individus ils se ressemblent? Non, tous les individus ils sont différents. Ils sont différents dans plusieurs caractères. Par exemple, la couleur de la peau c'est les bronzés ou bien clairs. Ils sont différents par exemple au niveau de la taille. Ils sont différents au niveau de la couleur du cheveu, la couleur des yeux, etc. Alors la question, pourquoi cette différence? Chaque individu il possède des caractères qui sont propres à chacun. Très bien. Et si vous avez remarqué aussi, parfois, à l'intérieur de la même famille, on trouve que les individus ils se ressemblent. Par exemple, dans la même famille, tous les individus ils sont bronzés. Ou bien, chez une famille, on trouve par exemple que tous les individus ils possèdent des yeux qui sont verdâtres. Alors, l'autre question qu'on doit poser, pourquoi on trouve des caractères qui se ressemblent entre les générations de la même famille, entre les grands-pères, la maman et le papa et son fils par exemple. Alors, pourquoi cette ressemblance entre les individus de la même famille? Très bien. Maintenant, prenez d'autres exemples. Il y a d'autres caractères qui sont acquis chez les êtres humains. Alors, s'il vous plaît, on va proposer ou bien on va poser plusieurs questions qu'on doit résoudre dans les paragraphes de ce chapitre. Par exemple, qu'est-ce qu'un caractère héréditaire? ما هي الصفة الوراثية؟ الصفة الوراثية. Qu'est-ce qu'un programme génétique? البرنامج الوراثي. Comment se transmettent les caractères héréditaires d'une génération à une autre? كيف تنتقل الصفات الوراثية من جيل إلى آخر? Quels sont les inconvénients des mariages consanguins? ما هي سلبيات أو عواقب زواج الأقارب? Très bien. À quoi consiste le clonage? الاستنساخ. Très bien. Alors, pour répondre à toutes ces problématiques, on va faire la première activité, les caractères de l'individu. Individu ou الفرد. Par exemple, moi, je suis un individu de l'espèce humaine, من النوع البشري.
les caractères héréditaires et les caractères non héréditaires. Prenez avec moi ce schéma-là, ou bien ce document-là. Ce document-là, qu'est-ce qu'on observe dans ce document? Une maman et son fils, avec une grande ressemblance entre la maman et son fils. La ressemblance au niveau de la couleur de la peau, elle est très bronzée. La ressemblance au niveau de la couleur des yeux, la couleur des cheveux et aussi la forme de nez, et donc une grande ressemblance. Alors ces caractères deviennent les caractères qui existent chez ce garçon et ils proviennent de sa maman. Alors on dit que ces caractères ils sont transmis de la maman vers son fils lors de la reproduction. Très bien. إذا نلاحظ أن هناك تشابه بين الأم وابنها. من أين أتت هذه الصفات لهذا الولد؟ إذا فقد ورثها من الأم أثناء التوالد. إذا انتقلت الصفات وتسمى بالصفات، فبالتالي فهي تسمى الصفات الوراثية. Les caractères héréditaires, ce sont des caractères qui se transmettent d'une génération à une autre. تنتقل من جيل إلى آخر. Prenez notre schéma. Qu'est-ce qu'on observe dans ce document-là? On observe un homme dont les muscles sont très développés, ou bien un homme qui fait toujours de la musculation, alors pour développer la forme de ses muscles. Alors, très bien. Est-ce que les parents de cet homme, ils possèdent les mêmes caractères musculaires? Non. Est-ce que peut-être que le garçon, par exemple, après le mariage de cet homme, il va voir les mêmes musculations? Non. Alors, cette forme de musculation, c'est pas un caractère héréditaire, mais c'est un caractère acquis par l'entraînement. هي صفة ليست بوراثية بل صفة اكتسبها بعد l'entraînement يعني ممارسة الرياضة. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on conclut d'après l'analyse de ces deux documents? On conclut qu'on a des caractères héréditaires qui se transmettent d'une génération à une autre, mais il y a d'autres caractères qui ne se transmettent pas d'une génération à une autre et qui sont acquis et qui s'appellent les caractères non héréditaires. صفات وراثية وصفات غير وراثية أو مكتسبة. Très bien. Alors je lis maintenant l'analyse de chaque document. La couleur du cheveu est un caractère qui varie selon les personnes. Il naît avec l'individu et on peut le trouver chez les descendants, l'abna. C'est la transmission des caractères d'une génération à une autre. 2. La musculation, ce caractère n'est pas transmis d'une génération à une autre, il est acquis par des exercices physiques réguliers. Conclusion, le caractère de la couleur du cheveu est héréditaire, alors que la musculation n'est pas un caractère héréditaire, mais il est acquis. Très bien. Maintenant, comment on peut étudier la transmission de ces caractères héréditaires d'une génération à une autre à l'intérieur de la même famille, par exemple? Comment ces caractères héréditaires sont conservés d'une génération à une autre? Comment on peut étudier cette transmission d'une génération à une autre d'un caractère, par exemple, de la couleur du cheveu, bien du bronzage, etc. L'existence de la transmission d'une information génétique. Alors, pour étudier cette transmission, on étudie ce qu'on appelle, ou bien on réalise ce qu'on appelle l'arbre généalogique. L'arbre généalogique, شجرة النسب. مثل شجرة العائلة، ولكن هذه ليست بشجرة العائلة بل تهتم بكل ما هو جينيتيك
Alors, exemple, l'étude de daltonisme. Daltonisme, c'est une maladie qui se transmet d'une génération à une autre. Cette maladie se caractérise par les êtres vivants qui ne sont pas capables de différencier entre les couleurs. غير قادر على تمييز الألوان فقط يلاحظون الأبيض والأسود. C'est ça le daltonisme. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Il faut comprendre comment on lit l'arbre généalogique, comment on peut utiliser l'arbre généalogique. Alors, et quels sont les éléments qui constituent l'arbre généalogique? Alors, dans une famille où certaines personnes sont daltoniennes, on établit l'arbre généalogique suivant. Alors ça, c'est l'arbre généalogique. De quoi il se compose? Il se compose de ces formes-là, ce qui indique... alors, chaque forme, qu'est-ce qu'elle indique? La forme circulaire, il indique les filles, ou bien le sexe féminin. La forme en carreau, qu'est-ce qu'il indique? Le sexe masculin. Très bien. Ce trait-là, il indique le croisement ou bien le mariage. Le trait vertical, il indique les descendants de ce couple. Très bien. الأبناء. إذا هذا الخط يعني تزاوج وهذا يعني الأبناء. أبناء هذين الزوجين. La couleur, les cercles qui sont colorés, ça veut dire que les filles, ils atteignent la maladie, sont daltoniennes. Les carreaux colorés, ça veut dire les garçons aussi malades, daltoniennes. Les carreaux clairs, c'est les garçons sains. Les filles sains. Très bien. Alors, prenez cet arbre. Alors, ça, c'est la grand 1, ça veut dire la première génération. 2, génération 2. 3, génération 3. Ça, ce sont les descendants. Ça, c'est les parents. Et ça, c'est les grands-pères. Très bien. جيل الأحفاد، جيل الأبناء، وجيل الآباء، أو بعض الأحيان نجد عدة أجيال أجداد إلى غير ذلك. Très bien. Après le croisement, bien le mariage entre Ali qui est sain et Fatima malade, qui porte la maladie. Les descendants, comment ils sont? Quels sont les descendants de cette famille? Khadija, sain, n'est pas malade. Zainab, sain, n'est pas malade. Et Ahmed qui est malade. Est-ce que Sami est un enfant de ce couple-là? Non. Alors, les enfants sont seulement Ahmed, Zainab et Khadija. Donc, Zainab, il est sain, Khadija sain et Ahmed, il est malade. Très bien. Alors, d'où vient la maladie de Ahmed? Il était transmis à partir de sa maman. Très bien. Maintenant, après le mariage entre Zainab et un autre garçon qui provient d'une autre famille qui s'appelle Sami, il est aussi sain. Le mariage entre les deux personnes, il donne 10 enfants, dont Ayman, Hassan et Melika. 2 garçons, ils sont atteints de la maladie et Melika, il est sain. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Ayman et Hassan, ils sont malades, même si leurs parents ils sont sains. Alors, d'où vient cette maladie? Il devient de leur grand-mère Fatima. Alors, aussi, qu'est-ce qu'on peut déduire? On déduire que Zainab, même s'il est sain, elle est porteuse de la maladie. رغم أنها ليست مريضة إلا أنها تحمل المرض مختفي. Il s'appelle maladie récessive. Ou bien c'est un caractère récessif, n'est pas dominant. يوجد لديها هذا المرض ولكن مختفي. لم يظهر إلا عند الأبناء وابنائها. Alors, très bien. Si vous voyez Ahmed ici, il est malade. D'où vient cette maladie? Il vient de sa maman. Il est transmis à partir de sa maman. Mais les enfants de Ahmed, ils sont sains.
mais qu'ils sont sains à 100%, peut-être qu'ils sont sains, mais ils portent la maladie. Pour avoir est-ce que c'est vrai, il faut étudier la génération suivante. Très bien. Alors voilà l'importance de l'arbre généalogique. Il permet de suivre les caractères héréditaires chez une famille. Très bien. Alors, caractère observé, la maladie de daltonisme, les parents de la génération 1, la génération 2, 3, le sexe mâle et le sexe femelle. Alors, mâle, il est représenté par des carreaux et les sexes féminins sont représentés par des cercles. C'est ça les composants de l'arbre généalogique. Alors, après l'analyse de cet arbre, on remarque que le daltonien de Fatima a été transmis à ses descendants. De plus, Zeynep, fille de Fatima, n'est pas daltonienne. A eu 3 enfants, dont 2 sont daltoniennes. Alors, cette maladie, elle était transmise à partir de la grand-mère Fatima. Déduction. Cela montre qu'un organisme reçoit de ses parents une information biologique, l'Homa Biologia, qu'il transmettra à ses descendants. Cette information qui contrôle des caractères transmissibles d'une génération à une autre est appelée l'information génétique. Ça veut dire qu'il y a une information génétique qui se transmet d'une génération à une autre, et cette information génétique est responsable à l'apparition des caractères héréditaires. هذا الخبر الوراثي هو المسؤول عن ظهور أو عدم ظهور الصفات الوراثية من جيل إلى آخر. Certains caractères peuvent être transmis aux descendants. Ce sont des caractères héréditaires. Alors maintenant, la question qui se pose: où se trouve l'information génétique qui se transmet d'une génération à une autre? L'information génétique qui se transmet de Fatima vers leurs descendants, où se trouve cette information? C'est ça la question. Très bien. Alors pour répondre, prenez avec moi lors de la reproduction chez l'homme. C'est l'union entre un spermatozoïde et une ovule qui donne la cellule œuf. Et la cellule œuf qui se développe après pour donner un être vivant. Alors, tous les êtres vivants, ils proviennent d'une seule cellule qui s'appelle la cellule œuf. Alors, tous notre caractères, ils sont déjà existés à l'intérieur de la cellule œuf. Mais la cellule œuf, c'est un mélange entre l'ovule et le spermatozoïde. Alors, l'information génétique provient de la maman dans l'ovule et l'information génétique provient de son papa qui existe dans le spermatozoïde. Le mélange entre ces deux informations génétiques, il est dans la cellule œuf. Et alors, ce qui développe pour donner un être vivant qui possède tous les caractères paternels et maternels. Très bien. Après la fécondation, tous les êtres vivants existent sous la forme d'une seule cellule appelée cellule œuf. Donc, la cellule œuf contient l'héritage, le mélange parental, et contient des informations dites génétiques du père et de la mère. L'ensemble de ces informations génétiques qui donnent après tous les caractères d'un individu constituent le programme génétique. Très bien. Alors, le programme génétique, il devient de la cellule œuf, qui se forme d'un mélange de la cellule reproductrice féminin ovule et du spermatozoïde. Alors, qu'est-ce qu'on a compris maintenant? Que l'information génétique, il existe à l'intérieur de la cellule œuf. Alors, où se trouve ce programme génétique responsable de l'information génétique qui produit l'apparition et la transmission des caractères héréditaires? Vous avez compris la question? Alors, où se trouve ce programme génétique? Possibilité, hypothèse,
peut-être que dans le cytoplasme ou bien dans le noyau de la cellule œuf. Très bien. Pour répondre, où se localise le programme génétique dans la cellule œuf, on va analyser cette expérience. Alors, afin de localiser l'information génétique, on réalise sur des vaches l'expérience suivante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette expérience? Premièrement, on prend deux types de vaches. Une vache tachetée et une vache avec une seule couleur. Il s'appelle la vache ordinaire, la vache d'Illet. Très bien. Alors, on va prendre à partir de cette vache-là l'embryon ou bien un individu dans le stade de l'embryon. Alors, la cellule œuf, après plusieurs divisions, est dans ce qu'on appelle l'embryon. On va prendre l'embryon dans les premiers stades de développement. À partir de cet embryon, on va enlever la cellule. On va prélever le noyau, On va prélever le noyau. On prélève sur une vache un embryon au début de son développement, stade de 32 cellules. À partir de ces cellules de l'embryon, on va prendre le noyau, seulement le noyau. من خلايا الجنين في مراحله الأولى من النمو نأخذ من خلية واحدة نأخذ فقط النواة. Voilà. On a besoin seulement du noyau. À partir de cette vache ordinaire, on va prendre la cellule œuf et on va éliminer le noyau de cette cellule. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va prendre à partir de cet ovule? Seulement le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Et on va introduire à l'intérieur de cette cellule de la vache ordinaire le noyau de la vache dilatée, la vache tachetée. Alors voilà la cellule avec les trois composantes, le noyau de cette vache-là, tachetée, et le cytoplasme et la membrane cytoplasmique qui appartient à la vache ordinaire. Après, on a trouvé une cellule toute entière. Et on va implanter cette cellule-là dans l'utérus de notre vache. Donc, on va implanter cette cellule في رحم بقرة أخرى porteuse qui s'appelle porteuse. Après le développement de cette cellule et après 9 mois de grossesse, on va obtenir du veau. Alors, سوف نحصل على عجل qui ressemble à la vache porte-donneur du noyau. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'individu obtenu et ressemble à la vache donneur du noyau, n'est pas à la vache qui donne le noyau, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique, n'est pas à la vache porteuse. نحصل على عجل لا يشبه البقرة المعطية لغشاء السيتوبلازم والسيتوبلازم ولا يشبه البقرة الحامل بل يشبه للبقرة التي أعطت لنا النواة. Alors qu'est-ce qu'on déduit alors? On déduit que pourquoi il est tacheté? Pourquoi il ressemble à cette vache-là? Parce que le noyau il provient de cette vache-là. Alors on déduit que l'information génétique il existe à l'intérieur du noyau de la cellule œuf. Très bien. Alors c'est ça la déduction. Très bien, donc on va continuer dans la partie suivante, Inch'Allah.